Ne t'inquiète pas sur le fait que je t'interviewe pendant un temps de table. Tu es quelqu'un qui est hyper occupé. Et donc, voilà, ce que je souhaitais à travers ta voix, c'est de refaire un rapide historique du clic, ce qu'on en sait, un petit peu son histoire, et ce qui a déjà été entrepris par rapport à lui, quoi. Je vais plus avoir les dates en tête, mais globalement, peu après l'arrivée, la fondation de l'Outpost Sigma 7 ici sur DMG 72, euh, on a été intrigué, et quand je dis on peut même dire j'ai été intrigué par une forme de structure qui affleurait au sol, et qui ont mené à des analyses, et ces analyses progressivement ont révélé la présence de cette structure massive d'hypertechnologie, qui était à l'époque, en tout cas des gens qui étaient présents, quelque chose d'assez inconnu. D'un point de vue technologique, on sait quelle famille d'appareils c'est. Donc c'est clairement, alors à quel stade un objet devient une structure. En tout cas, c'est clairement un outil. C'est clairement quelque chose qui a été construit pour servir à une fonction. On sait que l'humanité, avant le spasme, utilisait des collisionneurs de particules, principalement, comment dire, de forme plutôt ronde, des accélérateurs de particules exactement, tandis que celui-là il est linéaire. Donc on est plus sur quelque chose, sur une structure tubulaire, et la propriété de ces outils qui a été utilisé par nos prédécesseurs, c'est qu'ils permettaient de comprendre les propriétés de la matière par Mobius serait mieux capable de l'expliquer, mais globalement en entraînant des collisions de particules. Euh, il est clair que comment dire, le clic, donc le collisionneur linéaire à intrication quantique, n'était plus un outil, que les premiers ont dépassé cette étape de connaissance technologique expérimentale pour comprendre comment fonctionne la matière, mais que c'était plus un outil d'accumulation de connaissances, mais plutôt un outil de communication. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il est lié très fortement à un tricom, et en particulier à ses fondateurs. Donc, ce qu'on sait sur l'historique contemporain de la découverte, globalement, j'étais le premier ici sur Sigma 7 à faire les premières analyses du clic et à découvrir cette structure. Donc on pouvait corréler, comme j'ai expliqué avant, à une famille d'outils, de mécanismes de taille gigantesque qu'on connaissait, qui étaient capables déjà de faire l'humanité avant le spasme, et que probablement donc les premiers ont continué à développer, cette fois pas à but de recherche, mais à but fonctionnel, à but de communication, plus exactement. Voilà. Et donc, le clic qui est ici, il daterait de quand? Les premiers? Il date clairement des premiers. C'est clairement, pour moi, les premiers qui ont conçu le clic, rien qu'en termes de moyens, en termes de... Aujourd'hui, c'est une structure d'une telle taille que si on voudrait refaire un clic, déjà, on n'a pas toutes les connaissances ou les compétences pour le faire aussi bien. Si on voulait faire quelque chose de similaire, qui serait plus la technologie donc, de l'humanité avant le spasme, ce serait le projet ce serait le budget de plusieurs planètes pour faire un truc de cette puissance. Donc, et D'accord, encore. donc Oui. j'avais compris qu'il n'était pas en permatech. Alors, c'est compliqué. Globalement, c'est un ensemble c'est un agencement, déjà, c'est un mécanisme qui est très grand. Il y a certaines parties qui vont être en permatech. Et aussi, il faut savoir qu'on ne l'a pas déterré. Contrairement, si vous m'apportez, je ne sais pas, cette cuillère, qu'on a une cuillère, c'est pas de l'hypertechnologie, mais imaginons que vous m'apportiez un objet d'hypertechnologie de cette taille. Je vais être capable de le mettre dans un appareil, de le scanner entièrement, de savoir comment il est composé, voilà, ce genre de choses. Vous prenez un objet qui a un tube de plusieurs kilomètres, littéralement, quand je dis plusieurs kilomètres, je parle de dizaines, voire de centaines de kilomètres, voilà, on peut globalement estimé. Et rien ne nous dit qu'il n'y a pas des sections, en effet, où
il y a comment dire, plus de permatex par rapport à d'autres en fonction de ses applications fonctionnelles. Donc il est en partie en permatech En partie en et permatex. en partie en matériaux qui se sont dégradés avec le temps. C'est exact. Alors, il y a des enjeux globalement. Donc, en fait, c'est un mécanisme complexe avec certaines pièces en permatex, mais globalement, il y a aussi des choses qui se dégradent à l'intérieur. Je vais essayer de vulgariser, hein. Globalement, et on a des signatures qui sont très très intéressantes sur le plan scientifique parce qu'elles sont à la fois, on peut en avoir une lecture biologique, à la fois on pourrait avoir une lecture en termes de nano. Ça fait penser à des signatures de ce qu'on voit habituellement comme des nanos. Clairement, pour simplifier, on peut dire que le clic est d'une certaine manière vivant. Et d'une certaine manière aussi une certaine forme, je ne dis pas qu'il y a une forme de conscience dedans, mais qu'il y a une certaine forme d'autonomie. Il est probablement conçu initialement pour s'autogénérer. Dans une optique fonctionnelle qui paraît évidente, c'est de pouvoir être autonome et ne pas dépendre de maintenance extérieure. Malheureusement, en effet, on a observé une dégradation de certains matériaux, mais grâce aux recherches qui ont été menées ici par Mobius, en particulier par des gens qui sont des nouveaux arrivants de BNA 108 depuis 3 mois, nous avons pu trouver une solution en injectant un alliage qui permet sa réparation. Nous avons quasiment terminé cette injection et en plus, Sigma 7 est un secteur qui partage gratuitement ses connaissances sur le clic. Et cet alliage a déjà profité à, si j'en ai bien la mémoire, au moins 5 autres secteurs qui disposent de clic sur Matra. D'accord. En parlant de Matra, j'avais cru comprendre qu'il y a eu des événements lors du reset de Matra liés au clic. Alors, ça, ce serait peut-être Nicodème qui pourrait plus vous renseigner sur ces aspects historiques à ce niveau-là. Clairement, moi, ce que je peux dire à mon niveau, c'est que lors du reset de Matra, le clic existait déjà depuis longtemps. Et si d'autres, avant le reset de Matra, avaient trouvé un moyen d'interagir avec, clairement, il est, vu la relative facilité avec laquelle nous sommes capables d'interagir avec le clic, c'est à peu près évident que d'autres ont pu le faire avant nous. C'est une évidence. Après, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quels étaient les enjeux? Comment a-t-il été utilisé? Encore une fois, on n'a pas une connaissance totale. On sait que c'est un outil principalement qui sert à de la communication, qui sert à envoyer des messages d'un certain type. On n'a pas besoin de quelque chose d'aussi massif et qui prend autant d'espace et autant d'énergie pour faire de la communication interstellaire. Donc, ça veut dire qu'on communique quelque chose de particulier, globalement. Qu'on scanne ou qu'on veut entendre ou qu'on veut réceptionner quelque chose de particulier. Et là, tu penses au signal des premiers? Ah bah, clairement. Après, la prudence scientifique, voilà, je n'ai pas envie de survendre cette hypothèse, mais c'est évident, globalement, très souvent, ce type d'hyperstructure, en plus d'un schéma qu'on a observé, il y en a 6 par planète environ, qui sont un peu comme qui forment un cube, en fait, dans l'espace, qui serait typiquement, si on voudrait réceptionner quelque chose qui peut venir de n'importe où, comme un bruit de fond diffus. Voilà. Après, l'hypertechnologie, globalement, on sait ce qu'on ne sait pas. L'hypertechnologie, c'est du rétro-engineering. Il n'y a personne qui nous a formés à l'hypertechnologie. On a juste, un jour, on a été généré, on est sorti de l'archétype, et peu à peu, on a acquis par de l'expérience, par de l'essai, de l'erreur, souvent de l'erreur. On a compris comment fonctionnaient ces structures dont on a hérité, par des premiers, mais notre connaissance aujourd'hui est toujours balbutiante sur le point de vue théorique. L'archétype, je suis capable de dire, en observant de l'extérieur globalement comment il fonctionne,
en connaissant ses fonctions. Et j'en déduis des choses sur ce qu'ont fait les concepteurs, mais j'ai pas de manuel. C'est des choses qui peuvent être totalement erronées. On est dans l'hypertechnologie n'est que de la conjecture, parce que les premiers nous ont laissé aucune documentation. La seule fois que les premiers nous ont laissé quelque chose d'audible et de compréhensible, c'est le message qu'on a tous reçu. Voilà.